Ça y est, il est sorti, Megalopolis, le film de Coppola. Le film, je vous le dirai dans la partie contexte, mais avec de nombreux rebondissements dans sa création. On a bien cru qu'on pourrait jamais le voir, que si on n'était pas allé le voir à Cannes, il sortirait peut-être jamais. Exactement. Et est-ce qu'on aurait dû ne pas aller le voir? C'est ça la question à laquelle on va essayer de répondre lors de ce nouveau spoiler alert. On va vous spoiler le film, mais est-ce qu'on va réussir à le faire? Encore faudrait-il qu'on ait compris quelque chose. On va commencer avec les traditionnelles catchphrases. Nono. J'ai appris que Coppola, il avait vendu une partie de son vignoble ou tout son vignoble pour financer ce film. Et du coup, moi, ma catchphrase, elle va prendre là-dessus avec le director's cut a un goût de bouchon. Oh là, oui d'accord. Floris. J'avais un truc dans ce style-là aussi. Ton vin, l'a-t-il vendu ou l'a-t-il bu? Mais ce que j'ai choisi est un peu plus alambiqué, c'est quand la distanciation frôle l'exclusion, c'est une mégalo impolie. Oh là là. Oh. Et moi, c'est court, mais j'espère efficace. C'est donc ça le génie civil? Bon, un petit peu de contexte. Beaucoup, évidemment. s'il vous plaît. Il en faut. J'ai 4 pages de contexte, une ligne d'analyse. Donc non, c'est quand même un film, voilà, ça fait 40 ans qu'il est dans les cartons quand même. Voilà, Coppola, il commence à y réfléchir depuis Apocalypse Now. Film déjà qu'il a rendu complètement zinzin dans sa caboche, comme on dit dans le milieu. Voilà, il est refusé par les maisons de prod. Il a coûté 120 millions hors marketing à faire. Comme vous l'avez très bien dit, il a mis sa fortune personnelle en jeu sur ce film. Une partie tout du moins, parce que quand on dit il a vendu ses vignobles, tu dis ça doit aller, c'est pas grave, au pire il perd cet argent, il devrait quand même s'en sortir dans la vie. S'il le met, c'est qu'il est capable et il a plus rien à prouver, mais je pense qu'il a quand même mis beaucoup de billes dans ce film pour que ça se fasse. Voilà. Bon, pour l'instant, sur le sol américain, c'est les seuls chiffres qu'on a, 4 millions. 4 millions. Depuis hier, c'était 1,8. Les chiffres ajustés ce matin, c'était 4 millions. Bon, il devrait pas se rembourser. Même à l'international, c'est quasi impossible. Donc on ne sait pas, pas au cinéma, mais film de plateforme par référence. Enfin, je sais pas combien des plateformes peuvent s'arracher ce film-là, parce que mine de rien, je pense que personne n'a envie d'aller le voir au ciné parce qu'on te prévient depuis des semaines et des semaines que c'est difficile à comprendre. Par contre, il a généré une telle curiosité que je pense que sa valeur marketing est quand même pas négligeable. Après, on verra. Moi, je vois bien Apple je pense TV pas que Netflix l'achète 100 millions. Moi, je vois bien Apple TV aller dessus. Je vois que c'est ce genre de proposition premium qu'il essaie de montrer et ils sont pro-art. En tout cas, dans le marketing, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils l'auraient pas déjà annoncé? C'est ça qui est bien. Non, ils ont rien. Ouais, personne n'a voulu l'acheter en fait pour l'instant. Mais ils ont trop peur. Enfin, même on remercie le Pacte qui le distribue en France. Mais c'est vrai que c'est un film à prendre avec des pincettes. Du coup, pour revenir un petit peu sur la vie de Coppola, c'est un réalisateur de génie. Tout ce qui touche, ça ne se transforme pas en or, mais par contre, tout ce qui touche est le fruit d'une réflexion artistique. Et c'est un peu ce qui va ressortir dans le film d'ailleurs. Il a connu la faillite de nombreuses fois par le passé. Il a été obligé de faire des films de commande, notamment un film en 3D pour les parcs d'attractions Disney, Captain EO avec Michael Jackson, c'était lui qui l'a réalisé. Peut-être un bon film, non, je l'ai pas vu moi, mais ça se trouve, ça se trouve c'est son meilleur. Mais en tout cas, voilà, il a flirté avec alors, il est mégalomane, mais il a flirté aussi avec la folie, la dépression nerveuse pendant le tournage de Apocalypse Now, qui est réputé comme étant l'un des tournages les plus chaotiques de l'histoire du cinéma. Sa propre femme a tourné le making-of et on est ressorti un film, l'enfer de ce tournage, à voir vraiment. Bon, en tout cas, il sait que faire un film, c'est de l'art. Et c'est se jeter dans le vide. Et c'est un petit peu ça. L'intro du film, déjà. Parler, c'est l'intro du film. Est-ce qu'il sait que faire un film, c'est ça? Ou est-ce qu'il se vit, lui, comme un artiste de génie et que donc, du coup, tout ce qu'il fait, peut-être y compris son vin d'ailleurs... est délicieux. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, pour finir quand même avec la critique, pas la critique par le contexte, pardon, c'est un artiste complet. Il est producteur, il est scénariste, réalisateur. Il fait tout, toute sa vie. Il a travaillé sur de nombreux chefs-d'œuvre, dans de nombreux films. Et du coup, Megalopolis, c'est un film dont l'accouchement a été douloureux. Le tournage a été très dur, beaucoup de membres de l'équipe ont quitté le tournage en cours de route en disant que c'était, je le cite, c'était comme voir... alors ça c'est un membre de l'équipe anonyme qui dit... la fameuse équipe anonyme. Exactement, qui nous dit c'était comme voir un accident de train se passer jour après jour, tout en sachant très bien qu'on aurait pu l'éviter. Tout le monde a en tout cas essayé de l'éviter, mais on voit le tournage partir à volo comme ça. Il y en a qui partent et il y en a aussi qui sont virés par Coppola. Je crois qu'il a viré toute son équipe VFX qui, dans un film de telle ambition, est quand même pas anodin. Dire, bon, vous savez quoi, partez. Barrez-vous. Mais surtout, alors ça c'est l'anecdote que j'adore par rapport à ce film, Coppola, il voulait que toute sa famille dorme à côté du tournage.
Du coup, il a dit, bon, ce motel là-bas désaffecté, je le rachète, on va faire des travaux, on va y dormir. Du coup, en parallèle du tournage, il gérait les travaux de son hôtel. Est-ce que c'est compté dans le budget du film? Alors, je sais pas. En tout cas, c'est lui qui l'a acheté. Alors qu'il suffisait que sa famille attende la projection pour dormir. Et en tout cas, alors là, je vous traduis à la volée ce qu'un de ses assistants disait. Quand il est arrivé à Atlanta, il cherchait un logement pour toute sa famille. Il trouvait rien. Du coup, il a acheté un drive-in qu'il était en train de rénover. Les bruits de construction ont duré pendant tout le tournage à partir de 6h du matin. Et quand son assistant a demandé à Coppola, mais comment tu gères le tournage et ça, il dit, c'est pas différent que de gérer un film. Tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire et tu fais en sorte qu'ils le fassent. Ce qui est pas complètement faux. Mais c'est vrai que du coup, tu te parasites ton propre film. Je sais pas. L'hôtel a été terminé quand le film est sorti. C'est ça, mais ils sont maintenant dans l'hôtel sur un lieu de tournage où il n'y a plus personne. Mais je trouve que c'est intéressant parce que de faire un film sur un architecte qui fait tout pour créer un bâtiment et lui-même. En étant lui-même un architecte. Voilà, c'est intéressant. Une forme de mise en abîme. Il est peut-être là le génie de ce film, dans le making-of qui en sortira. Le génie civil dont je parlais au début. La fameuse critique, ça y est, on est parti, on va essayer d'en sortir quelque chose de ce film. Nono, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ça va être compliqué, mais quel bordel ce film. C'est déjà le bordel dans ma tête. Enfin, je le pensais. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit que finalement, ça va en fait. Tu es sain d'esprit. Vraiment, il m'a perdu dès le début en fait. Ça va trop vite dès le début. On te présente tous les personnages en même temps. On change de scène à tout bout de champ. Au bout de 10-15 minutes, quand ils sont dans la scène où ils sont tous un peu sur en hauteur là, sur des planches de bois, sur une maquette en surplombant une maquette, j'étais déjà complètement largué, moi. J'en pouvais plus. Mon cerveau, au bout d'un moment, il a abandonné. Quand Floris disait tout à l'heure, vous avez dormi devant ce film, mais j'ai failli m'endormir. Mais pas parce que le film était nul, parce que mon cerveau, au bout d'un moment, c'était trop. Et il m'a dit, tu sais quoi, viens, on lâche l'affaire. Viens, on dort un peu. Viens, on dort un peu, on se repose là. On a tout épuisé. Je veux dire, le cerveau, il consomme 20 à 30% de mes ressources. J'avais plus rien là, il consommait 120%. Et du coup, qu'est-ce qui t'a un peu perdu, ma vision. C'est les rapports entre les personnages. C'est vraiment tout en fait. C'est les rapports entre les personnages, le fait qu'on saute un peu vraiment du coq à l'âne entre chaque scène. C'est vraiment, ça m'a fait l'effet de l'art contemporain. En fait, c'est vraiment, tu regardes une œuvre d'art et t'y comprends rien, mais t'essayes quand même. Le truc, c'est que j'ai l'impression, tu vas me dire Floris ce que t'en penses aussi, mais j'ai l'impression qu'on comprend ce qu'il veut dire en surface, mais par contre, pourquoi il le dit comme ça, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire derrière. On comprend ce qu'il veut dire en surface parce qu'il nous le dit vraiment, ou il nous, comme tu le disais dans l'émission d'avant, il nous le grave dans des lettres voilà, de marbre. Moi, ça, je trouve que c'est la fainéantise vraiment de nous dire un peu sa note d'intention dès le début, et je pense, moi j'ai quand même l'impression, j'ai une théorie, je vous le dis, s'il faut, c'est complètement faux, c'est même possible, mais j'ai l'impression que c'est comme, vous savez, le film s'appelle Megalopolis, et en dessous il y a marqué une fable. Oui. J'ai l'impression que c'est les marketeurs ou les producteurs qui l'ont dit, il faut que les gens comprennent que c'est une fable. Il faut que les gens comprennent les enjeux, donc on va mettre un narrateur. Exactement. Il faut que les gens comprennent dès le début ce que tu veux dire, alors tu vas mettre un texte. Et tu vas le dire direct. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ça, c'est pas vraiment Coppola qui veut nous expliquer. J'ai l'impression que c'est des décisions de production. Mais peut-être que je me trompe, on le saura peut-être plus tard. Floris, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je suis pas du tout en accord avec ça. Je pense au contraire que c'est fait exprès, mais que c'est peut-être une erreur, ou peut-être ce qui décidera plus tard de ce qu'est ce film et ce qu'a apporté ce film au cinéma et à cette époque, puisque c'est un peu comme ça qu'il se vit, Coppola, et à travers ce film. Tout à fait. C'est genre, je laisse exprimer mon génie, et s'il est incompris, tu vois qu'il fait allez des bien tests, vous faire foutre, oui, vous comprendrez plus tard. Ce Mm. que j'ai l'impression qu'il a voulu faire, parce que c'est vrai qu'effectivement, on s'attendait à ne rien comprendre, et globalement, on n'a rien compris, au point de ne même pas trop comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même assez rare dans un film. Parfois même, j'avais l'impression qu'on voyait pas le bon film, c'est comme si on voyait le preview dans une réelle. Enfin, en gros, c'est comme si on voyait que les déchets du film, tout ce qui n'était pas gardé, c'est-à-dire que tous les liens, toutes les choses qui sont censées donner à un spectateur le crédit des personnages, la possibilité de suivre les enjeux et la clarté, etc. Souvent, ça, c'est le film. Et puis, les side stories peuvent être coupés au montage pour des raisons de gain de temps ou de choix d'efficacité du récit. Là, on a l'impression qu'on nous a montré que les side stories et qu'on nous a pas du tout montré le film principal, et il y a tellement de choses comme ça que je ne peux pas me dire que ce n'est pas fait exprès. Oui. Je pense que justement ce que tu dis est peut-être des ajouts de production. Je pense qu'au contraire c'est un film qui montre que les autres métiers du cinéma que auteur-réalisateur servent. Que là, Coppola qui a voulu partir tout seul, sans production, sans équipe d'auteur à part lui-même, sans à ce moment aussi son équipe VFX s'il peut la dégager. En fait, c'est lui qui se retrouve à être aux manettes d'absolument tout. Il a toutes les clés et du coup, on lui enlève des gens qui servent aussi à rendre une œuvre plus digeste pour le grand public. Tout à fait.
Je pense que Coppola, c'est un grand monsieur du cinéma, il sait à quoi servent ses professions, pourquoi il se les enlève, c'est parce qu'il sait que son idée va pas passer, et je pense que son idée, c'est de faire une œuvre, vous parliez d'art contemporain, qui est ce que le théâtre de Brecht à l'époque, alors j'y connais rien en théâtre, mais pour le coup, c'est des trucs qu'on apprend, quand on apprend la narration, etc., il y a ce qu'on appelle l'effet de distanciation, qui a été inventé au début du XXe siècle par un mec qui s'appelle Brecht, en opposition au théâtre aristotélicien, qui fait qu'on peut se reconnaître dans les personnages, et que on va éprouver avec eux la catharsis, et toutes ces choses d'identification. Et Brecht arrive en disant, bah voilà, moi je vais faire différemment, je vais empêcher par des artifices les gens de s'identifier à mes personnages, ce qui donne des pièces. Encore une fois, je n'ai jamais vu de Brecht ou quoi que ce soit au théâtre. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu, et donc j'ai tendance à croire que c'est vrai, parce qu'on va y retrouver tout ce qu'il y a dans ce film. C'est-à-dire le fait d'avoir un narrateur qui est présent, ou pas présent, puisque le narrateur au départ, tu ne sais pas si c'est une voix off ou s'il est réellement présent. Il se barre en cours de route, d'ailleurs, le narrateur. Il est là, tu vas y retrouver des décors qui sont à la fois réels et pas réels, ce qui est le cas de cette mégalopolis qui en fait s'appelle pas comme ça, puisqu'elle s'appelle New Rome, qui nous rappelle du coup New York, mais avec des gens qui sont pas vraiment de notre monde. On voit que ils sont des ambassadeurs de Rome, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça permet du coup de s'en distancier. Il y a un rapport au temps qui est particulier, qui est incarné notamment par cette espèce de super pouvoir de César. Il y a souvent, on voit dans le théâtre de Brecht des acteurs qui vont faire prendre conscience aux gens qui sont acteurs, et on retrouve quasiment mot pour mot cette figure de style-là, où c'était même le cas à Cannes, il y a un comédien qui vient interroger Adam Driver et il vient lui répondre. Il y a toutes ces choses, tous ces petits artifices-là, j'en avais noté d'autres. Il y a les cartouches aussi qui font partie de ce théâtre-là, où les gens viennent dire au public ce qu'ils ont, ces petites apartés, ce monde complètement abstrait. Et puis généralement, l'idée de ça, c'est de faire en sorte que les gens ne s'identifient pas, pour qu'ils puissent se dire, ok, je ne peux pas être passif dans ce monde qui a un problème généralement social, il faut que je m'empare de l'art ou de ce que moi je peux faire en tant qu'homme pour le mettre en mouvement et pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est la thématique de ce film-là. Je pense que le point de vue de base de Coppola, c'est de dire, notre civilisation est au bord du précipice. Ça, il le dit bien. Exactement. Et pour le faire, il faut se bouger le cul. C'est-à-dire qu'il faut que chacun y prenne sa part, puisque vraisemblablement aucun des personnages de ce film ne va vraiment y arriver. Et c'est difficile de s'identifier à qui que ce soit. Néanmoins, est-ce que le fait d'avoir voulu faire une figure de style en copiant ce qui a été fait au théâtre il y a déjà plus d'un siècle, y compris en utilisant des problématiques qui, je trouve, et c'est un gros problème du film, ne sont pas des problématiques de 2024, mais des problématiques des années 80. Oui, voilà. C'est ça, on est dans un monde, alors sous l'excuse de Rome, mais je veux dire, on est dans un monde qui se passe quasiment aujourd'hui, en tout cas dans le film. On ne nous dit pas que ça se passe il y a 1000 ans, ça pourrait se passer, ça peut être un univers parallèle qui se passe maintenant. Tout à fait. Et pour autant, la problématique, et c'est là où on voit que Coppola est quand même vieux, Internet n'existe pas, les réseaux n'existent pas, les gens ne téléphonent pas. L'ennemi, c'est un satellite espion de l'URSS. L'URSS, nucléaire, enfin en fait, toutes les problématiques sont complètement datées, ce qui fait que son postulat de base de réveillez-vous parce que la civilisation est en train de collapse ne prend pas en compte les problématiques d'aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça qui est bizarre, je trouve, dans le film. Paradoxalement, excuse-moi, ça le rend peut-être intemporel aussi. En se détachant de certaines problématiques contemporaines et en le mettant avec New Rome, ça permet de faire un récit qui parlera peut-être dans 30 ans, 40 ans aussi, parce que c'est une métaphore, ce satellite. Ça peut être l'IA, ça peut être un Covid, ça peut être tout. Ce satellite. Oui, mais le fait de l'avoir fait comme ça montre que finalement, est-ce que moi, déjà qu'en tant que spectateur, par ces procédés de distanciation, on m'empêche de rentrer dans le film. Si en plus, les problématiques qu'on m'expose ne sont pas celles auxquelles je me sens exposé, ça participe au fait que je m'en sens complètement exclu de ce film-là. Parce qu'aujourd'hui, les problématiques civilisationnelles sont les problématiques cœur de notre monde, qui en plus est en guerre. Et en fait, ce film, il a été imaginé dans les années 80 par Coppola, à l'époque où ces problématiques n'existaient pas, et à l'époque aussi où c'est une époque pré-11 septembre. C'est pour ça que le film a été abandonné pendant près de 10 ans. Parce qu'il a tourné, je crois, une trentaine d'heures d'images avec un autre réalisateur de New York, en prévision de faire ce film, alors qu'il en a tourné d'autres qui étaient des films de commande, en se disant, je vais faire ça, c'est mon New York, etc. Et puis, d'un coup, il y a les attentats, et là, il se dit, je peux plus faire le film. Mais pourquoi ? Parce que ça casse son point de vue initial, qui est, en fait, c'est Catilina, le nom du personnage César Catilina, c'est l'époque c'est le nom d'un gars, je crois, mon histoire romaine. Il y a la trahison. C'est la trahison, c'est le mec qui va trahir, et t'as Cicéron qui vient prendre par son discours qui est, je crois, resté connu par les gens qui sont fans de latin, et sans doute quelques autres, et fans d'histoire, mais en gros, Cicéron a gagné, mais Catilina a voulu renverser Rome à une époque où le seul ennemi de Rome n'était plus la violence, parce que Rome était devenue tellement forte, mais était la société elle-même, ses politiciens corrompus étaient internes. Sauf que le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le vit en 2024, c'est pas vraiment ça. Si le film était sorti vraiment à l'époque, il y a 40 ans, il aurait été parfaitement dans son temps, trop bien, et justement,
t'aurais pu avoir ce parallèle entre, en gros, le film, enfin moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on nous prend une société qui s'est élevée à un rang supérieur aux autres et qui s'est effondrée, et on nous montre qu'on est en train de répéter les mêmes erreurs, et du coup, on va finir droit dans le mur si on continue comme ça. Sauf que du coup, ça aurait pu marcher s'il était sorti il y a 20-30 ans. Le postulat de départ, en fait, que le film cherche à démontrer, qui est, nous, Américains, je veux dire, l'obsession du New York n'est pas là pour rien, c'est nous, Américains, on est arrivé à un tel seuil de supériorité sur le reste du monde qu'il ne nous reste plus aucun risque, à part le risque de nous effondrer nous-mêmes. Ce qui est arrivé aux Romains, dans la manière dont c'est documenté aujourd'hui, puisque les gagnants font l'histoire, donc on ne sait pas, mais ce qui est arrivé aux Romains, c'est ça. Son postulat de départ, c'est de dire c'est ce qui nous arrive, sauf qu'entre-temps, le monde, on est dans une quasi-guerre mondiale. Je veux dire, il y a des guerres partout. Les Américains sont dans des situations qui sont plus du tout les mêmes, donc je trouve qu'il est resté bloqué dans un postulat qui, je trouve, n'est plus le postulat d'actualité. Alors peut-être, comme tu le dis, dans 20 ans, ce film-là aura un goût d'actualité. Moi, parce je pense. Le monde sera revenu comme ça, et c'est là où on verra peut-être qu'il y a quelque chose de génial, de visionnaire, visionnaire là-dedans. Mais après, il reste encore une fois quelque chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un postulat de départ et de l'écrire sur un bout de carton à la manière des films muets des années 30 ou 50. C'est qu'il faut derrière avoir, et il ne s'agit pas de dire je suis génial, il faudrait avoir ce génie dans la créativité, parce que le propos est quand même de dire l'art et l'ambition d'avancer et d'innovation est le seul à pouvoir sortir les hommes de l'impasse dans laquelle ils sont. Mais en fait, je trouve qu'il ne suffit pas de dire je construis une utopie pour que ce soit une utopie. C'est pour moi un des autres gros défauts de ce film, c'est qu'il manque de créativité. On a quelques visions de fantasmées de Coppola qui sont très belles, mais je ne trouve pas dans cette partie un peu science-fiction que la réalité de ce qu'on nous montre, je puisse la ressentir à aucun moment. Alors, si c'est fait exprès, tant mieux, mais je trouve qu'il y a un déficit d'idées. Le but de quelqu'un qui promeut l'innovation, c'est le personnage de César et d'Adam Driver, par rapport au conservatisme, c'est quelqu'un qui a inventé un matériau qui est lui-même figé dans le temps, puisqu'il dit ce matériau, on ne peut pas l'abîmer. La qualité principale de quelqu'un qui défend le mouvement et l'innovation est le fait d'avoir inventé un matériau figé éternellement. Déjà, je trouve ça bizarre. Mais je trouve ça intéressant, moi. C'est pas inintéressant, mais c'est déjà à l'épreuve pas aux propos et aux personnages. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est à l'épreuve. Et justement, ce qu'il essaye de dire, c'est que le temps, il faut arriver à le casser parce qu'on n'est pas. Je trouve que le propos fort de ce film, c'est de dire on n'est pas obligé d'être spectateur du monde qui est en train de s'écrouler sur nous. C'est pour ça qu'il veut pas qu'on soit spectateur. C'est pour ça, je pense que c'est compliqué à voir comme film. Qu'on nous empêche de prendre du plaisir à regarder dans ce film, parce qu'il dit aux gens, arrêtez d'être des putains de spectateurs du monde, ça se casse la gueule. Il faut que vous arrêtiez le temps, comme le personnage qui le fait sans grande raison dans le film. Mais arrêtez le temps et changez quelque chose. Tout est métaphorique. Il y a une superposition de métaphores. Mais moi, un des défauts, c'est, voilà, je vous l'ai dit, le postulat de départ, et aussi que le monde qui devrait me faire envie, c'est-à-dire par contraste avec le monde statique de cette ville qui ne veut que se renouveler à travers l'argent et les casinos, etc., de Giancarlo Esposito, qu'on voit dans un énième rôle de méchant qui ressemble à tout le monde. Oui, malheureusement. Et encore, il a plus de nuances que dans ses derniers rôles. Peut-être, mais il faudrait qu'il fasse une pause et qu'il joue autre chose. Qu'il change au moins de lunettes. Juste change de lunettes. T'es le même je trouve que représenter le mouvement avec ce côté un peu presque ridicule d'un tapis roulant d'aéroport qui dit voilà, on peut aller hyper vite, c'est l'hyperloop de merde. J'ai pris l'hyperloop à Las Vegas, ça va plus vite que ça, alors même que c'est un projet complètement faux. Parce que là, ils vont à 10 km/h, grand max. Grand max, alors il dit c'est un peu une démo, mais enfin, il n'y a rien de très. Je trouve qu'il n'est pas très enthousiasmant, ce personnage. Moi, je pense, alors excuse-moi, Floris, de te couper, je pense que t'es un poil. Et que les gens, généralement, sont un poil trop dans le littéral pour bien sûr, analyser ce film. Là, il y en a tellement pas. Analyse dans la couche, dans la 3e ou 4e. Je pense que, en fait, moi, mon avis est assez opposé au tien. Je pense que, et c'est contre-intuitif, mais je pense que Coppola est extrêmement humble à travers ce film. Alors, je sais que ça n'a pas du tout... Ouais. C'est là, t'es surpris. Ah ouais, là, je suis surpris, ouais. Parce qu'il a quand même utilisé son propre prénom pour le premier enfant. Le fils en premier enfant de... Exactement. Mais je pense que, justement, Coppola, il fait un point. Alors, déjà, il fait pas un film pour nous, c'est sûr. Il le fait pour lui. Ah oui, complètement. C'est son argent, il expérimente des trucs. J'espère que c'est probablement son dernier. C'est son plus gros budget, je crois. Et c'est sûr que c'est un film pour lui. Moi, je vous le dis, je pense que c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais c'est difficile de démontrer que quelqu'un n'est pas mégalo quand il fait un film pour lui. Et qu'il l'appelle lui-même. Mais en fait, déjà, il l'appelle Mégalopolis. Mais le vrai truc, c'est que je pense qu'il s'extrait lui-même de la solution au problème qu'il pose. Et c'est en ça que je trouve qu'il est humble. C'est que le dernier plan du film, il est très porteur de sens. C'est qu'une fois que le bébé, donc ce qui représente le futur, est né, tout le reste se fige. Et il dit, moi-même, Francis, Giancarlo Esposito, mais aussi un peu Adam Driver, je suis déjà dépassé
parce que la solution, elle est même pas là. Tout ce qu'on a construit, tout ce que mes personnages ont construit, n'ont aucun intérêt. Ils sont déjà obsolètes au moment où ils l'ont bâti. Et ça, j'aime ça, parce qu'il dit mon propre film, parce que le film est une métaphore de lui-même, une métaphore de la société, mais aussi une métaphore de la difficulté à créer un projet artistique et qui, selon son créateur, va servir aux générations futures. Donc c'est ça que je trouve assez formidable dans ce qu'il raconte. Eh ben, il nous dit lui-même, j'ai fait ça, mais je sais déjà que c'est obsolète. Et c'est à vous de trouver la solution. Ouais, parce on que moi, passe le relais aux générations futures. Voilà, c'est ça. C'est Mélenchon qui dit, faites mieux. et qui revient quand même. C'est justement, je trouve que la démonstration est plutôt bien. C'est que, en fait, quand tu fais un truc mégalo et ambitieux au point d'être prétentieux, il ne s'agit pas de dire, en fait, vous êtes meilleur que moi, pour que ce soit crédible. Je pense que, oui, c'est sans doute vrai dans l'analyse. C'est sans doute touchant. Ça n'enlève rien à la prétention de l'auteur. Et au fait que cette prétention, non pas, parce qu'en fait moi ça me dérange pas qu'on soit prétentieux, vraiment, qu'un artiste soit prétentieux, je n'ai aucun problème avec ça. Ça peut être vecteur du meilleur comme du pire. Et là c'est un peu les deux. Il y a un côté jamais vu dans le cinéma. C'est un film absolu. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour lui en tout cas une œuvre effectivement qui frise l'art contemporain. Néanmoins, je trouve que sa prétention l'a empêché d'aller chercher peut-être d'autres idées créatives qui auraient peut-être plus marqué, y compris visuellement, parce que je trouve que c'est un film qui en fait de génial n'a pas grand-chose. Ben moi, alors je suis pas d'accord. Désolé, je te réponds. Ça y est, on a trouvé le film, on n'est pas d'accord. Je trouve que le film est visuellement somptueux dans son côté imparfait. Parce que parfois tu as des effets visuels qui sont sublimes. Moi je me souviens la séquence qui m'a marqué la rétine, c'est quand il va acheter ses fleurs à sa femme et elle est belle, cette boutique de fleurs qui irradie, parce qu'en fait c'est métaphorique ça aussi. Mais du coup elle est magnifique. Il manque quelqu'un. En fait, quand tu es trop prétentieux, tu fais des trucs géniaux et tu vois pas quand tu fais des trucs pas bien. Mais c'est pas et grave. Là pour moi son problème c'est que personne ne lui a dit gars t'es capable de mieux. À un moment je suis désolé, les statues de la ville qui pour y montrer que la justice je ne sais quoi machin, casse la gueule, c'est lourdingue. Pas grave. Oui, c'est lourdingue, mais c'est pas grave. Mais si quelqu'un l'avait aidé, s'il n'avait pas eu cette mégalomanie-là, quelqu'un l'aurait aidé à faire encore mieux et aurait transcendé encore plus son propos. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il y a des plans magnifiques là-dedans. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Il y a une ambition et tout, mais ça paraît être tellement possible de faire mieux en s'étant remis en question. En fait, je comprends aussi l'argument de c'est normal quand tu fais tout dans un film, à l'intérieur, tu auras forcément des trucs bien. Et c'est certain qu'il y a un peu ça. Mais je pense à un truc, une analogie. Attention, je vais la sortir de mon carquois là. Attention, l'analogie. Est-ce que vous avez vu Cloud Atlas ? Je sais pas si vous avez vu ce film. Non, j'ai pas vu Cloud Atlas. Des sœurs Wachowski. Moi, je l'ai vu, mais j'ai un gros problème, c'est que moi, je suis pas du tout physionomie. J'ai du mal déjà à reconnaître un acteur quand il revient dans le film sans transformation, sans rien du tout. J'ai du mal à reconnaître que c'est le même. Mon cerveau n'enregistre pas les visages. Alors, donc Cloud Atlas, c'est une catastrophe. J'ai pas compris l'enjeu, quoi. Là, c'est pas lié au visage. Pour moi, l'enjeu de Cloud Atlas, c'est de faire en sorte que je ne comprenne pas. Je suis pas du tout mégalo, vraiment. Alors la réalité, c'est donc Cloud Atlas, à un moment, alors on nous raconte une histoire, et plus tard dans le film, on nous raconte comment cette histoire est adaptée dans le futur avec des codes du cinéma que les sœurs Wachowski imaginent. Lesquels seront-ils dans le futur ? Et donc, on a des mouvements de caméra qui nous paraissent aberrants et tout. Et à la sortie de Cloud Atlas, ça nous paraissait aberrant, et plus je revois cette séquence, plus je me dis on commence à faire des films comme ça. Et j'ai l'impression que Megalopolis, dans une autre mesure, c'est ça, c'est on nous perd, et je sais pas si dans 30 ans ça sera pas le standard. Alors je sais pas, mais d'avoir cette narration qui est tellement éclatée avec des enjeux, il faut quand même se rendre compte que les enjeux arrivent et sont résolus 5 minutes après chaque enjeu. Et c'est un film TikTok. C'est un film qu'on pourrait couper une séquence et il marcherait pas, juste séquence par séquence. Ça s'enchaîne tellement séquence par séquence qu'il y a certains acteurs, t'as l'impression qu'ils jouent 4 personnages, comme par exemple Shia LaBeouf. Ah oui, mais totalement. il est jamais le même entre chaque plan, c'est fou quand même. Complètement. Et moi je trouve que c'est aussi une qualité du film, moi je crois en le futur. Quand je regarde ce film, je me dis peut-être que c'est son ultime film, c'est quasi sûr, il a 85 ans, et il nous dit je vais essayer, je fais un coup de poker, et peut-être que je suis en train de réinventer un médium, et que vous n'êtes même pas au niveau pour comprendre que je suis en train de le réinventer. Mais oui, peut-être que c'est une arnaque. Pour quelqu'un qui voulait démontrer qu'il n'était pas prétentieux et pas mégalo, je trouve que ta conclusion est. Je dis pas qu'il veut pas démontrer qu'il est pas mégalo, je pense qu'il l'est évidemment, mais je trouve que il a apporté une humilité que je n'attendais pas. L'humilité de révolutionner tout un genre à lui tout seul. Je pense qu'on est d'accord sur le principe, mais je pense que oui, c'est clairement l'ambition qu'il porte, c'est regarder, mon génie ira à la postérité et je vais vous le démontrer une dernière fois. Et en ça, je trouve que ce film est extrêmement touchant, vraiment. Oui, voilà, et d'autant plus par le contexte que tu as rappelé au départ, de son financement, de son obsession de porter ce film, etc. Je trouve que c'est très touchant. Les sacrifices qu'il a vraiment, faire, je trouve que c'est très touchant. Je trouve qu'un des défauts,
c'est de ne pas avoir été, encore une fois, le cerveau de l'humain le plus brillant soit-il, reste limité. On peut pas être bon partout et tout le temps. Et en fait, le génie, et je trouve que c'est, pour le coup, le propos du film qui est quand même de sauver l'humanité, on ne sauvera l'humanité qu'en accordant les talents de plein de gens. Là, il est en train de sauver. Il a fait exactement l'inverse. C'est dommage, parce qu'il se serait... Alors, il y a bien sûr plein de gens de talent, y compris le casting de ce film qui formidable, est très bien et au diapason. Voilà, il y a bien sûr un film ne se fait pas tout seul, mais dans la manière dont on a l'impression qu'il met ce projet en image, c'est quand même très... moi je vais vous montrer à quel point je suis meilleur que vous. Je trouve que ça transparaît un peu. C'est pas parce qu'ils sont extraits à la fin. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il présente beaucoup de personnages féminins comme la vision qu'on avait des femmes dans les années 80, on va dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça a vraiment un côté boomer de ce côté-là, où il est resté vraiment bloqué dans le passé. En 2024, on veut autre chose que des personnages féminins qui soit vont utiliser leur sexualité pour s'en sortir dans la vie, soit vont être de simples muses, juste bonnes à faire des enfants. Au service des hommes. Au service des hommes, exactement. C'est les deux seuls personnages qu'il y a au final. Et justement, ce que je trouve intéressant là aussi, c'est le futur, c'est une femme. C'est pas Francis Tinet, c'est Sunny Hope. Exactement. L'espoir. Tu peux pas absoudre 2h30 de film en une séquence en disant regardez, en fait, tout ce que vous pouvez me reprocher, je l'ai pas. Je trouve que c'est un peu je trouve que ce n'est pas dans l'ADN du film. Ce propos de fin, on le retrouve pas dans l'ADN du film. Mais après, effectivement, il a le mérite de se terminer comme ça. Moi, je pense que je pense que c'est un film qui dit ce film des années 80, et je pense qu'il est conscient de l'aspect péremptoire de son film, et il essaie de le transcender pour plus tard qu'il ait du sens. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et je pense que toute cette séquence de fin, elle nous dit ok, j'ai fait mon temps. Je crois qu'il nous dit ça à travers son film. Et c'est en ça que je trouve qu'il est humble quand même. Il essaie de faire son dernier coup de génie, mais il sait que c'est déjà peine perdue un peu. Est-ce que tu penses que quand il dit j'ai fait mon temps, au fond de lui il y croit, ou au fond de lui il se dit oui, mais il y a quand même un problème d'honnêteté du propos. C'est que j'ai l'impression qu'il veut jouer le mec humble pour terminer sur regardez comme je suis parfait. Je suis à la fois un génie, et en plus j'ai conscience je deviens intemporel. Du fait que je deviens intemporel, et en plus regardez, j'ai conscience du fait que le futur est sans moi. Évidemment gars, tu vas mourir. Non mais c'est ce qui fait que son œuvre est intéressante. Quand je parle de son œuvre, je parle de Megalopolis en tout cas. Je trouve que c'est ce qui fait qu'on en parle avec passion. C'est qu'on va en parler dans 40, 50 ans encore. Cette œuvre est intéressante. Mais alors, tu peux défendre que oui, le fait qu'il y ait plein de défauts, ce soit une qualité. Mais pourquoi pas, on peut faire ça dans tous les films. On est aussi là pour dire... C'est pas Madame Web, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Madame Web, mais il y a des moments où tu te dis... On n'est pas passé loin. Quand à un moment donné, il y a un concours de citation et qui dit ma fille, elle s'y connaît pas mal en citation et qu'elle cite que Marc Aurèle. Elle cite Marc Aurèle et il lui dit une autre et elle recite Marc Aurèle. Encore une autre et elle fait genre ouais c'est bon j'en ai une autre et c'est encore Marc Aurèle. Tu dis mais en fait il avait une connaissance de Rome assez faible. C'est un peu ridicule. Il y a des trucs comme ça, comme je te dis, les tapis roulants, les machins. Enfin voilà, je trouve ça parfois ça frise le nanardesque un peu. Mais tout à fait d'accord. Ça me donne de l'empathie pour le film. C'est difficile. J'ai envie qu'on passe au plus et au moins parce que ça fait un petit moment qu'on en parle déjà de ce film et on n'arrivera pas à se mettre d'accord quoi qu'il arrive. Les plus, Nono. Alors moi, c'est un film que j'ai pas bien compris, mais justement, ce serait aussi un petit plus dans le sens où ça nous montre que le cinéma, ça peut être aussi ça. Ça peut être juste quelqu'un qui a une vision, qui s'est dit, tu sais quoi, c'est mon argent, je vais faire mon film, je vais vous montrer ce que c'est. Et du coup, j'avais oublié que le cinéma, ça pouvait être un peu ça, et ça me l'a rappelé. Ce serait un petit plus qui sort un peu de ce que vous avez dit. Ouais, franchement, j'ai. Ok, alors Flo. Honnêtement, j'ai le plus pour moi, c'est l'ambition, le fait qu'un auteur puisse porter son œuvre et que on ramène à, je trouve le cinéma à l'état d'art au sens du sens de l'art et qui est souvent porté par un artiste dans les autres milieux. Genre un tableau, c'est souvent un artiste, même s'il y a eu une industrialisation de l'art, qu'il y a des usines d'artistes maintenant, mais globalement, à l'exception du cinéma, souvent l'art peut être porté. Un projet ambitieux peut être porté par une seule personne. Et dans le cinéma, il faut beaucoup partager. Et surtout aux États-Unis. Un réalisateur, c'est souvent un outil, mais ce n'est pas la clé d'un projet. Il y a beaucoup de gens. Et là, le fait de se réapproprier, et encore une fois, il y a une mégalo là-dedans, mais il arrive quand même à sortir son projet de terre. On l'a vu, on en parle. Et je pense vraiment qu'on s'en souviendra quand même longtemps. Il arrive... quasi seul, en tout cas avec son obsession, à faire quelque chose dont on peut dire que c'est son œuvre à lui. Alors certes, comme tu le dis, ça occasionne des défauts, mais la qualité, c'est d'avoir porté cette ambition-là et
d'avoir amené ce côté effectivement distanciation qui est très atypique dans le cinéma, qui aujourd'hui va dans l'extrême inverse de l'empathie, de trouver des personnages qui ressemblent exactement à la société. Il faut presque cataloguer les types sociaux, les profils sociaux de la société, les mettre dans un film, et on fait des films aujourd'hui qui sont dictés par des sondages et par du marketing pour savoir ce qui va plaire. Netflix en est le premier exemple, puisque le premier succès de Netflix, c'est d'avoir cherché Kevin Spacey comme étant un acteur bankable, d'avoir voulu chercher les thématiques et d'avoir créé House of Cards uniquement sur sondage. Là, il fait l'inverse, et je trouve que c'est une belle manière de nous amener à un projet qu'on n'a jamais vu, de casser les règles, et sans en recréer vraiment de nouvelles. Parce que c'est vrai qu'effectivement, cette narration-là, moi, je la souhaite pas dans tous les films. Vraiment difficile à suivre, assez indigeste, compliqué. Mais je pense que mon opinion ne va faire qu'évoluer avec le temps. Donc c'est plutôt un plus de ne pas savoir ce qu'on pense d'un film à sa sortie. Et pour moi, pour les plus, Adam Driver, Nathalie Emmanuel, le couple du film, formidable. J'ai trouvé les deux d'une beauté, d'une alchimie assez incroyable. J'ai trouvé la mise en scène, vraiment, c'était un vrai plus. Moi, j'ai été séduit. Certains visuels qui sont absolument sublimes, je vous ai parlé tout à l'heure. La séquence d'intro que j'ai trouvée parfaite en elle-même, elle tient, elle est formidable avec ce Adam Driver suspendu, il y a de l'art là-dedans. Et comme vous l'avez dit, et je le dis aussi, c'est le plaisir de voir un artiste concrétiser sa vision. Pour moi, les moins, et ensuite je vous donnerai la parole pour les moins, c'est l'écriture pompeuse en poulet, on dirait vraiment un petit peu trop self-conscious, je sais pas trop comment on dirait, mais voilà, il se fait plaisir, il s'est enlevé des cotes, comme on dirait dans le milieu. La métaphore est trop peu subtile et en même temps trop cryptique. C'est les deux, je trouve. Il y a une morale lourdingue, mais difficile à savoir si c'est vraiment ça qu'il a voulu dire. Mais exactement. Du coup, c'est quand même et c'est un plus et un moins, je sais pas. Moi, je l'aurais mis dans les moins quand même, parce que voilà. Et la musique, j'ai trouvé assez quelconque. Ah oui, je ne retiendrai pas la musique de ce film. Ouais. Voilà. Surtout qu'on avait vu Emilia Pérez avant, donc on peut dire que la musique, c'était tout pris la place. Je t'avoue que j'ai voulu faire un truc sur la musique, je ne me souvenais absolument pas. Mais il y a un truc, moi, qui s'était rarement passé dans mon cerveau en regardant ce film, c'est que j'ai oublié énormément de choses, parce que je crois que j'étais dans une forme de survie. C'est qu'il fallait que j'accroche pour pas être complètement mis de côté de ce film, qui cherche à tout moment à me foutre de côté. C'est pour ça que je parlais d'exclusion au départ, en me disant accroche-toi. Mine de rien, ça sert le propos. Si le propos est de dire c'est à vous de vous prendre en main, et ce n'est pas l'empathie pour des personnages de fiction qui va sauver un monde au bord du précipice. C'est quand même une réelle qui se ressent de son propos. Mais du coup, Flo, comme tu as la parole, pour les moins, tu as quoi d'autre ? Pour les moins, je pense le principal moins, c'est le fait que ça ne colle pas à ma vision pour le coup de la réponse à la problématique évoquée par ce film, qui est qu'on ne se sortira de l'impasse qu'en travaillant ensemble et en utilisant les cerveaux de tout le monde, et non pas en étant dans des clans irréconciliables, non pas en voulant faire tout soi-même. Je suis complètement contre le mythe des années 80 de l'homme providentiel, du patron providentiel notamment, qu'on a beaucoup et qu'on utilise encore aujourd'hui on a l'impression qu'Elon Musk, typiquement dans la société d'aujourd'hui, un homme tout seul sait tout faire. Ce n'est pas vrai. C'est l'ensemble du génie de plein d'hommes qui savent travailler ensemble, et peut-être qu'un a une vision plus importante que les autres et sait les faire travailler ensemble. Mais je pense que le salut de notre société au bord du précipice, notamment pour des problématiques climatiques, ne se fera pas parce qu'un homme a décidé que le réchauffement climatique n'existe pas ou que la guerre n'existe pas, mais par un ensemble de gens qui accepteront de travailler ensemble. Et c'est ce que n'a pas su faire Coppola dans ce film et dans sa production. Ça se sent parce qu'il y a plein de défauts qui auraient pu être compensés par l'intelligence des autres, et je trouve que c'est dommage, ça casse un peu la magie qui allait être opérée. Je suis entièrement d'accord, et justement ça rejoint un des défauts que j'ai trouvé ce film beaucoup trop bordélique. Moi, je comprends parfaitement les gens qui sont sortis de la salle, parce que déjà, comme disait Floris, on t'exclut. C'est trop difficile à suivre, et je pense que s'il n'avait pas viré certaines personnes qui auraient pu rajouter un peu plus de cohérence au récit, peut-être que justement on aurait eu un film différent. Et encore une fois, je pense que c'est un parti pris. C'est une figure de style de narration qui s'appelle l'effet de distanciation, qui est faite pour maintenant. Comment on pouvait peut-être dire aux gens c'est fait après. Exactement, oui. Il aurait fallu. C'est difficile, vraiment. C'est vraiment difficile. Mais le gars s'est payé un exercice de style, et franchement. Quand tu as de l'argent, je pense, enfin vraiment, moi ça me touche. L'argent, vraiment, mon moins, c'est que ça n'empêche pas aussi de pouvoir, comme tu disais, dire à la personne qui regarde le film que tu vas expérimenter un peu ça, quoi. Essayer de te le faire comprendre. Et puisque tu as la parole, Nono, tu peux enchaîner avec ta note. Ma note, elle va être elle va être faible, parce que j'ai vraiment rien compris en film, et j'espère que, comme tu disais, ce sera peut-être un futur Speed Racer de Sir Wachowski, où dans le futur on me dira mais Arnaud, mais t'avais rien compris, ce mec était évidemment un génie, voilà pourquoi. Et du coup moi je mets 2,5 sur 5 en espérant que le futur me fera mentir. Floris.
En sortant de projection, je pense que j'aurais mis aussi 2,5 sur 5 parce que, mine de rien, j'avais rien compris, j'étais un peu en colère et j'avais quand même été séduit par des choses visuelles que je n'avais pas vues et j'avais trouvé que malgré tout, pour un film qui manque à ce point de cohérence, comme tu dis, dans la narration telle qu'on a l'habitude de le voir, m'avait finalement tenu en haleine assez longtemps. Donc il manquait plein de choses, mais en même temps par rapport à tout ça, j'avais quand même tenu bon et j'étais quand même content. Et plus ça va, plus j'augmente ma note. J'en suis aujourd'hui à peu près à 4 parce que je trouve que c'est un film qui est rare, qui est touchant par la personne qui le fait et qui souhaite le faire plus que tout. On l'a déjà dit plein de fois ici, mais l'art, c'est quand même faire un truc et ne pas pouvoir faire autrement que de le faire. C'en est encore un exemple probant. Coppola, il ne pouvait pas mourir sans avoir fait ce film. Il en avait besoin, il l'a fait exactement comme il le souhaitait. Il est plein de défauts et c'est pour ça que c'est pas un 5. Pour moi, c'est assez loin d'être un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de trucs que j'aime pas, mais malgré tout, je pense que je m'en souviendrai longtemps. C'est une véritable expérience cinématographique et donc ça vaut le coup d'aller le voir. Je suis plutôt d'accord. Alors moi, je me suis noté, c'est complètement absurde de noter un tel film. J'avais envie de mettre 5, j'avais envie de mettre 0. Je savais pas où aller. T'es un peu Letterboxd. Et du coup, ouais, c'est ça, je suis Letterboxd. Et 2,5, je me disais, bah non, c'est clairement pas un film qui vaut 2,5. Ah ouais, non. Et parce que, sinon, Madame Web, c'est quoi? Enfin, je veux dire, on est dans un monde... À la base, j'allais mettre 2 et j'ai augmenté ma note parce que j'avais mis 2 à Madame Web. Ouais, voilà. Je peux quand même pas faire Madame Web, non. C'est pas pareil de juger un film parce qu'il manque de tout et un film qui a peut-être été un peu trop ambitieux à un moment et encore, on a tendance à croire le propos de Coppola que l'avenir nous le dira. Et du coup... Je suis arrivé à 3,5, c'est ce que mon cerveau me dit, mais mon cœur me dit 4 également. J'avais noté les deux et suite à notre débat, j'ai des points de cœur que j'ai pas souvent dans le cinéma. Ouais. Vraiment. Et là, les points de cœur, habituellement, je donne des avis très rationnels. Là, il nous a eu quand même là-dessus, donc c'est 4 également. Vous avez vu, cher public, les 4 là au fond, que c'est un film qui définitivement divise. Qui divise pour au final arriver à la même note. Bah ouais, pour nous, mais toi, tu es aussi l'exemple que voilà, ça accroche pas avec tout le monde et c'est tout à fait normal. Il y a des gens dans notre salle qui se sont barrés vraiment on a des scène d'amour qui est une des autres thématiques de ce film. Tout à fait, qu'on a pas forcément. J'aimais assez bien les scènes d'amour justement où il était sur l'horloge ou la scène où il est sur des poteaux suspendus là, je sais pas comment ça s'appelle, des poutres. Les poutres, exactement. Poteaux suspendus. Ça veut dire qu'il est temps qu'on arrête, les amis. Je vous ai dit qu'il m'avait baisé le cerveau. Et j'ai hâte du prochain film de construction et de génie civil. Parce que c'est quand même une thématique hyper rare. Mais oui, c'est vrai. En tout cas, on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais dès maintenant, vous pouvez vous abonner, partager, commenter, nous donner votre analyse du film, nous dire que notre analyse est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est ce que vous savez faire généralement, donc je vous laisse faire ça. En tout cas, on vous dit à très très bientôt pour plein d'autres films. Ciao.